Hey. Non, la 3, ça c'est la 7. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. C'est la meilleure de l'album. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques, un excellent congé, que vous êtes plein d'énergie car nous voilà repartis pour essayer d'enfin résoudre cette question qui nous préoccupe depuis pas mal de temps, mais qu'est-ce donc que la musique ? Et pour relancer notre réflexion, un extrait de film français, un extrait de comédie, en quelque sorte, qui se moque d'un genre musical assez particulier, dans ce cas-ci probablement le death metal, qui est associé de manière fort abusive, il faut bien le dire, à un mouvement néo-nazi, et dans lequel, finalement, un critère semble central, un critère dont nous avons déjà beaucoup parlé, et que dans ce cas-ci, je n'appellerai pas le son, pour éviter les connotations liées aux sons discrets ou aux sons musicaux des études psychoacoustiques, mais que je désignerai peut-être sous le terme plus général de sonorité. Évidemment, ici l'ironie est flagrante, car dans les 3 extraits de chansons passés dans le film, il est clair qu'en tant que spectateur, nous aurions bien du mal à faire la moindre différence, à entendre la moindre différence. Et il y a fort à parier que le cinéaste, effectivement, nous passe 3 fois la même chose pour se moquer, en quelque sorte, de cette soi-disant subtilité du death metal dont ses adeptes seraient effectivement les défenseurs. Bien sûr, ça ressemble à une critique un petit peu de musiciens qui aiment la musique savante par rapport à des musiques qui auraient une structure rudimentaire et dont la subtilité, en fait, se placerait tout à fait ailleurs, dans ce cas-ci, dans la sonorité. Évidemment, ici, nous avons affaire à une critique qui n'est pas très subtile. Mais nous avons déjà évoqué un autre film français, pas beaucoup plus subtil, il est vrai, dans lequel les cinéastes prétendaient aussi mettre en scène quelque chose comme une opposition culturelle. En fait, une supposée et quelque peu caricaturale, entre guillemets, opposition de classe. Et le symbole de cette opposition était, lui aussi, de nouveau, musical. Nous avions d'une part une musique, un concert de musique, mais de musique considérée comme sérieuse, entre guillemets savante, voire dépassée, ancienne, vieillie, dont la survie, contrairement aux affirmations du pape Benoît XVI par exemple, n'était plus assurée finalement qu'artificiellement, par la volonté d'une élite soucieuse d'en faire une sorte de légitimation de sa supériorité culturelle. Et nous avions d'autre part une musique qui semblait libérer tout le monde, une musique plus naturelle, entre guillemets, plus actuelle, plus moderne, et qui, en fait, emporterait beaucoup plus naturellement l'adhésion de tous, y compris des hypocrites et des élites défendant la musique, entre guillemets, classique. Car qu'avions-nous ? Évidemment, nous avions un concert, entre guillemets, classique, où tout le monde avait l'air de profondément s'ennuyer, et d'autre part, je dirais, une scène de danse où tout le monde avait l'air, tiens, brutalement, de s'amuser. Il serait bien sûr assez difficile de trouver illustration plus absurde, plus caricaturale, plus démagogique, en quelque sorte, d'une supposée opposition culturelle de classe que celle que nous propose le film. Néanmoins, ce faisant, il nous pose quelques questions assez intéressantes. Par exemple, cette musique que l'on dit souvent universelle, que Benoît XVI dit universelle, celle entre guillemets des grands classiques, des Mozart et autres, Beethoven, Bach, Vivaldi, je dirais, bien cette musique est-elle susceptible en fait de vieillir, de devenir passéiste, aussi ennuyeuse finalement que la visite d'un musée poussiéreux, de devenir une sorte de monument, respectable, certes, patrimonial, vestige en quelque sorte d'un passé glorieux, vis-à-vis duquel on serait quelque peu nostalgique. Deuxième question, si cette musique-là n'est pas universelle, entre guillemets, existe-t-il ailleurs, autre part,
une musique que l'on pourrait qualifier d'universelle. C'est un peu ce que veut nous montrer le film finalement. Puisque, je dirais, la musique présentée par le personnage joué par Omar Sy, au lieu d'ennuyer tout le monde, réveille tout le monde et tout le monde la trouve très agréable. Eh bien donc, existe-t-il vraiment une musique qui pourrait s'adresser, en quelque sorte naturellement, et sans intermédiaire d'éducation, à n'importe quel public? Deuxième question. Et enfin, s'il existe de la musique qui ennuie, telle la musique entre guillemets classique du film, et de la musique qui réveille, il doit bien exister, alors c'est qu'il existe une barrière entre de la, entre guillemets, bonne musique et de la mauvaise musique. Et s'il existe une barrière entre bonne musique et mauvaise musique, à la limite, il doit aussi exister une barrière entre musique tout court et les choses que l'on n'intégrerait pas dans la musique, donc la non-musique. Eh bien, cette barrière, si elle existe, y a-t-il moyen de la placer objectivement? À la première question, nous avons sans doute déjà répondu plus d'une fois, ne fût-ce que dans notre introduction. La pratique dite de, entre guillemets, musique ancienne, qu'elle soit, entre guillemets, de nouveau historiquement informée, comme on dit de nos jours, ou non, en quoi consiste-t-elle? Bien, elle ne consiste finalement qu'à actualiser des partitions écrites il y a plus ou moins longtemps. Il s'agit donc dans cette pratique de réaliser aujourd'hui et maintenant, de façon donc totalement contemporaine, des écrits certes anciens, mais qui, sans l'intervention de musiciens vivants, n'intéresseraient sans doute pas grand monde. Elles se retrouveraient classées au fond de quelques bibliothèques poussiéreuses. La partition dans ce cas est sans doute vénérable, mais l'événement musical n'en reste pas moins totalement actuel. Dans une telle optique, se demander si la musique produite dans ce genre d'événement, en réalisant les partitions écrites peut-être par un compositeur célèbre comme Mozart, si cette musique réalisée aujourd'hui peut vieillir, n'a pas beaucoup de sens. Elle est toujours fondamentalement cette musique contemporaine, à la fois de ses musiciens et de son public. Le seul anachronisme, sans doute, consiste à l'attribuer justement à ce musicien mort, à ce musicien exceptionnel, Mozart par exemple, mais mort depuis plus de 2 siècles et qui serait bien en peine de pratiquer la musique aujourd'hui. L'universalisme d'une telle musique, par contre, reste sujet à caution. Les réalisations de partitions dites entre guillemets classiques se retrouvent peut-être aussi bien en Chine qu'en Afrique du Sud, en Europe qu'au Japon, voire à Madagascar, mais elles ne touchent manifestement qu'une part assez modeste de la population mondiale. Si l'on s'en tient aux chiffres de vente discographiques, pourrions-nous définir comme universelle cette musique qui ne parvient pas à dépasser les 10% du marché mondial? Le site revopera.com prétend avoir réalisé en 2018 une enquête, ce qu'ils appellent une enquête, destinée à cerner ce fameux public de cette non moins fameuse musique classique. Eh bien, le site nous indique comme résultat un taux de pénétration, pourrions-nous dire maximum, de 18% de cette musique classique dans la population française de plus de 15 ans. Et seulement 1 à 4% de, entre guillemets, passionnés, c'est-à-dire de gens qui écoutent véritablement très souvent de la musique dite classique. Le problème, c'est que le site ne nous précise pas ce qu'il entend par musique classique. Car des productions grand public comme la comédie musicale Notre-Dame de Paris ou les concerts d'André Rieu, ils sont souvent classés, ils sont souvent considérés comme de la musique classique, au même titre que des réalisations actuelles de partitions de Josquin-des-Prés ou de Pierre Boulez. On concevra sans peine que ces différents styles musicaux ne rassemblent pas nécessairement le même public, et qu'il y a là un manque de précision méthodologique important. Néanmoins, au bout du compte, ce que nous pourrions dire, c'est que cette musique dite classique n'intéresse finalement pas une majorité du public français. Notre deuxième question donc, une musique peut-elle être universelle? Une musique universelle existe-t-elle?
Eh bien, nous venons de donner des éléments de réponse. En tout cas, en ce qui concerne la musique dite classique. Celle-ci, statistiquement parlant, peut difficilement prétendre à l'universalité. Car comment pourrait-elle le faire quand elle se révèle incapable de séduire ne fût-ce qu'un cinquième de la population, par exemple française? Mais cette prétention à l'universalité, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ne concerne pas uniquement la musique dite classique, mais également, par exemple, toutes les musiques de style variété anglo-saxonne. Mais dans ce cas-là, nous pouvons nous poser la question, s'agit-il véritablement d'universalité ou, je dirais plutôt, d'impérialisme culturel? Je vous laisse réfléchir à la question. Passons donc directement à notre troisième question, qui consiste en fait à savoir, qui est une sorte de corollaire de la deuxième en fait, qui consiste à savoir s'il y a moyen de définir objectivement une barrière entre ce qui serait de la bonne musique et ce qui serait de la mauvaise musique. C'est un corollaire de la question précédente, car s'il existe une musique universelle et non une musique simplement que tout le monde pourrait comprendre, parce que ce que tout le monde peut comprendre n'est pas nécessairement très intéressant, ça ne peut être que rudimentaire, mais une musique que tout le monde trouverait géniale, et puis des musiques que tout le monde ne trouverait pas nécessairement géniales, et donc il existerait à ce moment-là d'excellentes musiques qui s'adresseraient à l'humanité tout entière, de manière extrêmement profonde, et puis d'autre part des musiques moins intéressantes, et puis des musiques qui ne seraient pas intéressantes du tout, et puis des choses, des bruits, des événements sonores qui ne mériteraient même pas l'appellation musique. Eh bien, si tout cela existe à ce moment-là, il doit bien exister des barrières entre toutes ces catégories, et la question est de savoir, pouvons-nous placer ces barrières de manière objective. Dans les années 80, par exemple, en écoutant cette sonate en entier, là je ne vous ai passé que le début, de Pierre Boulez, donc soit plus de 30 ans après la création de la sonate en question, eh bien un critique canadien s'exclamait « Ceci n'est pas de la musique, c'est de la non-musique ». Pourtant, l'œuvre correspond parfaitement à la définition du Petit Larousse, puisqu'il s'agit là d'une organisation de sons bien définis, de sons discrets, comme diraient les psychoacousticiens, de sons musicaux, organisés d'une manière assez complexe par le compositeur Pierre Boulez et réalisé sur un instrument on ne peut plus conventionnel par un pianiste, Maurizio Pollini, qui à ce moment-là s'exprime. Alors, si cela correspond exactement à la définition du Petit Larousse, qui n'est loin d'être révolutionnaire, eh bien, pourquoi le critique canadien s'exclame-t-il « Ceci est de la non-musique » S'agirait-il simplement d'un problème de
beauté, d'un problème de goût personnel. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. 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 Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Aha. 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 So, du denkst, es ist zu spät. Aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht. Aha. Und die Sonne wandert schnell. Aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht. Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da. Curieusement, sans doute, personne n'a jamais mis en doute la qualité musicale de cette chanson à la structure particulièrement minimaliste, on pourrait presque dire simpliste. Et quand je parle de qualité musicale, ici, je ne parle pas, dans ce cas précis, de bonne ou de mauvaise musique. Vous êtes totalement libre de trouver qu'il s'agit là de musique exécrable ou d'excellente musique, c'est votre problème. Non, ce dont je parle ici, c'est de la nature attribuée musicale à cette chanson. Personne n'a jamais mis en doute qu'il s'agissait bien de musique. Et cette musique a connu un succès notable dans les années 1980. Si l'on se réfère au site Wikipédia, eh bien, il nous annonce que la chanson en question a atteint les 13 millions d'exemplaires vendus et s'est hissée en première place des hit-parades, aussi bien en Nouvelle-Zélande, par exemple, qu'en Belgique. Il s'agit donc d'un succès notable. À titre de comparaison et sans volonté analytique, mais simplement à titre d'exemple, eh bien, Le Figaro nous annonce qu'en 2016,
le coffret Mozart 225, donc édité à l'occasion du 225e anniversaire de la mort du compositeur. Ce coffret qui rassemble 200 CD et les réalisations quasiment de toutes les partitions écrites par Wolfgang Amadeus Mozart, eh bien ce CD s'est vendu, a atteint le chiffre de vente exceptionnel, paraît-il, pour la musique dite classique de 1,25 million d'exemplaires. Donc nous avons dans ce cas-ci, je ne sais pas combien d'heures de musique, je ne peux pas imaginer à combien d'heures de musique correspondent 200 CD, eh bien, de la musique, de réalisation de musique écrite par le génie le plus incontesté du patrimoine musical, entre guillemets, occidental, qui se vend à 1,25 million d'exemplaires, et d'autre part, une chanson extrêmement minimaliste, qui, elle, atteint facilement 10 fois plus d'exemplaires vendus. La disproportion est quand même relativement intéressante. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est qu'effectivement, cette chanson, personne n'en a jamais contesté la nature musicale. Personne n'a jamais dit qu'il s'agissait de non-musique. Au contraire, de réalisation de partitions extrêmement complexes comme celle de la deuxième sonate de Pierre Boulez, qui, plus de 30 ans après sa création, subissait encore l'anathème de véritables spécialistes musicaux, de critiques musicaux, qui l'accusaient effectivement de ne plus être de la musique, mais d'être de la non-musique. On peut se poser la question, pourquoi tant de hargne d'un côté et tant d'indifférence finalement de l'autre? Pourquoi donc tant de hargne? Pourquoi donc ce critique canadien rejette-t-il la deuxième sonate de Pierre Boulez avec tant de violence, avec tant de colère? Ce compositeur, Pierre Boulez, aurait-il brisé quelques symboles sacrés? Aurait-il enfreint quelques tabous? Se serait-il volontairement placé en porte-à-faux par rapport à ce que les canons traditionnels admettent comme étant la beauté? Car pourquoi écoutez-vous une œuvre musicale? A fortiori, une œuvre musicale, entre guillemets, savante. Cette œuvre ne se devrait-elle pas, dans votre esprit, d'être, au minimum, fondamentalement même, belle? Musicale belle, cela existe-t-il? Pour Nikolaus Harnoncourt, ultra célèbre, pourrions-nous dire, chef d'orchestre à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, Nikolaus Harnoncourt, qui était aussi un des pionniers de ce mouvement que l'on a appelé, entre guillemets, musique ancienne, eh bien pour Nikolaus Harnoncourt, une musique uniquement belle n'a en fait jamais existé. Le problème, c'est qu'il ne nous précise pas de quoi il parle. Qu'entend-il par là? De quelle beauté parle-t-il? Personne ne contestera, j'imagine, qu'il s'agit là d'un concept à peine moins flou que celui de musique. Un concept dont chaque époque, chaque culture, chaque individu même, va défendre une vision particulière. Il y a fort à parier que vous n'avez pas de la beauté la même conception, une conception identique en tout cas, en tout point, de celle de votre voisin ou de votre voisine. Mais dans ce cas, et quoique le célèbre chef d'orchestre ne nous précise pas véritablement sa pensée, à le lire, nous pouvons quand même supposer qu'il réduit ce qu'il appelle beauté à une dimension purement conventionnelle, voire quelque peu décorative. Le, entre guillemets, beau dont il nous parle semble plus se rapprocher de ce que nous qualifierions simplement de joli, pour ne pas dire mièvre. De ce point de vue, son affirmation voudrait signifier une musique uniquement jolie n'a jamais existé. Une musique uniquement
décorative n'a jamais existé. Eh bien, cette affirmation peut sans doute être contestée par l'expérience. Il vous est bien sûr loisible de percevoir dans une telle performance un message particulier. Néanmoins, il faut bien constater qu'ainsi réduit aux stéréotypes les plus emphatiques, l'événement musical perd sans doute un peu de sa complexité et de son intérêt. Il est d'ailleurs légitime, à mon avis, de se poser la question: que peut bien apporter au problème de l'Arctique et du réchauffement climatique, c'est-à-dire de problèmes extrêmement sérieux, extrêmement graves, extrêmement complexes, cette musique d'une rare indigence associée à cette mise en scène consternante de ridicule? Loin d'alimenter notre réflexion, un tel spectacle ne fait finalement que l'anesthésier. Et c'est peut-être bien le problème, c'est peut-être bien le but recherché. En ce sens qu'une musique publicitaire, propagandiste, ne cherche pas à alimenter votre réflexion, mais à vous engager finalement dans une démarche sans que vous preniez véritablement la peine d'y réfléchir. La musique propagandiste ou publicitaire est rarement d'une grande complexité. Mais elle a tendance à démontrer que ce que nous considérons comme de la musique, c'est-à-dire la performance de M. Einaudi, est bien qualifiée de musique généralement parlant, et dans un sens, on pourrait dire qu'elle est uniquement
décorative. Nous avons ici un problème extrêmement complexe associé à une musique extrêmement simpliste. Mais l'inverse est tout aussi fréquent. L'inverse, c'est-à-dire le fait de réduire la portée d'un événement musical complexe grâce à une mise en scène volontairement, dans un certain sens, simplificatrice. Et dans ce cadre, les multiples utilisations de la 9e symphonie de Beethoven illustrent souvent ce processus réducteur, cette manière de refouler tout ce qui pourrait, au sein de l'interprétation d'une partition musicale complexe, sortir d'un cadre bien défini, d'un cadre conventionnel. La production des chorégies d'Orange, que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer. Cette réalisation tout à fait particulière dans le cadre d'un théâtre antique de la 9e symphonie écrite par Beethoven dans les années 1820, cette réalisation nous en donne un exemple tout à fait frappant. Car que pouvons-nous y voir? Eh bien tout d'abord un lieu, comme on dit, chargé d'histoire, un lieu qui nous ramène finalement aux racines supposées de la supposée civilisation entre guillemets européenne. Et d'autre part, qui voyons-nous? Nous y voyons un orchestre de formation totalement conventionnelle, d'un type qui existait déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et nous avons en prime l'utilisation d'images peintes par Gustav Klimt en ce même début du XXe siècle, mais mises en mouvement comme il est de mode actuellement par des techniciens du XXIe siècle. Alors, la question qui se pose est de savoir, cette mise en scène permet-elle d'expliciter, de faire ressortir de nouveaux aspects ou une interprétation actuelle, contemporaine de cette partition, de cette 9e symphonie, ou se contente-t-elle juste de l'emballer, de faire joli, et finalement de gommer au profit d'une beauté toute extérieure, d'une décoration toute extérieure, d'une beauté factice, pourrions-nous dire, ce que la partition pourrait contenir de moins joli, de sombre, d'ambigu, de dérangeant. En fait, la question qui se pose, c'est que, en mettant en scène une œuvre aussi symbolique, les réalisateurs nous proposent-ils de réfléchir sur ce qui est contenu dans l'œuvre en question, au risque d'en voir émerger des aspects moins agréables, ou s'agit-il de célébrer en grande pompe la magnificence, voire l'universalité, le chef étant coréen, d'une certaine culture européenne dans sa période de gloire, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle ou le début du XXe siècle. Mais peut-être est-ce bien là l'aspect le plus contemporain de cette production, à savoir là où les interprètes du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dans le cadre un peu sévère d'une salle de concert, se concentraient sur la réalisation musicale et sur ce que Beethoven pouvait éventuellement leur apprendre de la nature humaine, nous avons l'impression ici que les réalisateurs, en déplaçant la symphonie dans le cadre d'un théâtre antique du 1er siècle, avec des éclairages tamisés, la projection de jolies images tirées d'une fresque d'un peintre du début du XXe siècle et la réalisation musicale faite par un orchestre tout à fait conventionnel, eh bien, avons-nous véritablement, je vous pose la question, avons-nous véritablement l'impression d'une réflexion sur Beethoven, ou plutôt la construction d'une sorte d'évocation nostalgique de la grandeur passée de la civilisation, d'une éventuelle civilisation entre guillemets européenne? La question est ouverte. De même, la simplification radicale que le Conseil de l'Europe demande d'opérer à Herbert von Karajan de cette même symphonie, de ce même final de symphonie, sa transformation en hymne, avait-elle d'autre but que de rassembler un hypothétique peuple entre guillemets européen autour d'un symbole culturel amputé finalement de toute complexité?
tellement amputé et tellement simpliste qu'il peut à ce moment-là être mobilisé dans n'importe quelle circonstance pour célébrer n'importe quelle victoire, fût-ce celle d'un parti politique, et lui permettant ainsi d'annexer des valeurs censées justement dépasser les querelles partisanes. Il n'est pas toujours nécessaire de transformer une partition pour en éroder la signification, comme l'a fait par exemple Herbert von Karajan avec le final de la 9e symphonie de Beethoven. Il suffit parfois, il suffit même souvent, dirons-nous, d'en transplanter la réalisation dans un contexte où finalement elle n'a rien à faire, pour lequel elle n'a pas du tout été prévue. Et à ce moment-là, de l'habiller de ripeaux voyants, de lumière brillante, de ce que nous pourrions appeler des paillettes. L'extrait suivant, avec lequel nous allons nous quitter aujourd'hui, atteint à mon sens un certain sommet dans ce genre de transformation. On pourrait dire un certain sommet dans le kitsch. Je vous laisse vous poser la question. Les vues d'un romantisme de carte postale et la tenue un peu particulière que je vous laisse apprécier de la jeune et pulpeuse pianiste vous permettent-elles véritablement d'approfondir votre réflexion sur le 2e concerto de Rachmaninov, ou en diluent-elles tellement la réalisation que finalement la pièce en perde toute signification? C'est sur cette question que je vous laisse aujourd'hui et que je vous souhaite un excellent week-end.